Je suis présentement au milieu du saloon Smithfield à Valentine dans Red Dead Redemption 2 et je veux savoir à quoi ressemble la vie des PNJ du jeu. Par exemple, prenons cet homme qui dort sur une table après une soirée festive, mais suite à son dur réveil, qu'est-ce qu'il va faire dans sa journée? En le suivant, on constate que ça sera pas facile parce qu'il se rend avec la gueule de bois au travail sur le chantier du restaurant en construction et disons qu'on comprend pourquoi ça prend tout le jeu pour le finir. C'est l'employé le moins productif au monde! C'est absurde de le voir déplacer le seau d'eau avant chaque frottement de plancher. Mon gars, laisse le seau au centre et frotte autour. Mais bon, n'importe qui a déjà trop bu sait qu'il existe plusieurs techniques pour mieux gérer la situation le lendemain et Henry, oui, je l'appelais Henry, choisit la stratégie du déni. Après tout, la meilleure façon de ne pas sentir sa gueule de bois, c'est de boire et repousser la gueule de bois au lendemain. Au rendu là, on va encore pouvoir remettre ça au lendemain jusqu'à ce qu'on réalise que c'est une bonne technique pour devenir alcoolique. Mais il consomme tellement au travail que durant sa pause du dîner où il va au saloon, il boit moins que sur le chantier, même si ça confirme vraiment que son problème d'alcool va loin. Il fait semblant de boire dans un verre qui existe même pas. Ironiquement, c'est la seule fois où pour un alcoolique, ne rien boire est plus un problème que boire. Non, j'en ai pas de problème de consommation. Vous auriez pas quelque chose de plus fort? Mais après le début de sa démence, il retourne passer quelques coups de balai avant de revenir au saloon où sa soirée devient de plus en plus étrange parce qu'il va se placer entre deux filles de joie. Un choix audacieux, mais on dirait qu'il en est même pas conscient. J'adore qu'il refuse tout leur avance en étant super gêné. Feel like having a good time right now? Nope. Peut-être que c'est juste un manque de confiance. Henry va se chercher une dose de courage au bar, mais finalement, ça reste sans succès. Sérieux, pourquoi tu vas là? Laisse au moins la place à quelqu'un qui veut en profiter. Bref, éventuellement, il va s'endormir sur la table et plus son heure du début de prochaine journée de travail approche, plus il commence à se lever et s'appuyer contre le mur avant d'aller se recoucher. En 1900, c'était l'équivalent de snoozer. C'est assez clair que les PNJ de jeu ont une vraie routine définie, mais j'ai envie de voir ce qui se passe quand on essaie d'affecter le destin d'un PNJ. Pour ça, idéalement, ça nous prend une proie qui reste dans un lieu fixe et j'ai trouvé la cible parfaite, méritant tout le stress qui va lui arriver, Anders Helgerson. Anders, c'est un charlatan. C'est le leader d'un culte qui essaie de convertir les gens à sa religion qui vénère les tortues. Donc, pour le bien de la population, je dois m'en débarrasser, sinon un peu plus tard, lui et son groupe de disciples vont sur le haut d'une colline pour affronter la gravité et c'est une solide défaite. Mais je veux lui laisser une chance de changer. Et selon moi, c'est un peu ce que représente ce kidnapping pour Anders, une opportunité. Mon but, c'est de le déposer à l'autre bout de la map pour voir s'il y a assez de détermination pour non seulement revenir à Saint-Denis, mais surtout revenir un homme nouveau. Par contre, le début de cette expérience existentielle est un peu plus compliqué que prévu pour une raison en particulier. Les policiers sont fous! Je comprends leur intention de sauver Anders, mais c'est pas une très bonne stratégie de tirer aveuglément dans le tas alors que j'ai même pas d'arme de sortie. Tout ce que j'ai dans les mains, c'est le gars que vous essayez de sauver. Voulez-vous bien vous retenir un peu? Sérieux, comment les gens apprenaient à être policiers dans le temps? En 1900, on dirait qu'il y avait une règle que si un policier se faisait abattre devant toi, c'était ton devoir de citoyen de prendre ses vêtements et devenir à ton tour policier. Mais en sortant de Saint-Denis, un autre problème voit le jour. Les bons samaritains aiment pas assister à notre enlèvement et ici, c'est pas des bourgeois qui font juste aller nous dénoncer. Il y en a plusieurs qui prennent la justice entre leurs mains et nous tirent dessus. En fait, la seule personne avec qui je sens pas de jugement, c'est le mendiant aveugle. Il panique zéro, enfin quelqu'un qui voit la situation du bon œil. Il me donne calmement sa prémonition sur mon avenir, en plus de me demander si j'ai pas mieux à faire que suivre un vieil homme aveugle. I'm sure you got better things to do than follow a lame blind man around. Et la réponse est oui. Je prévois suivre un leader de culte. Bref, je poursuis ma route en évitant le plus possible les gens. Bon, quand c'est pas possible, ça aide aussi de tirer n'importe qui sans poser de questions. Un peu extrême, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est sûrement la première fois que cette expression-là est utilisée dans ce contexte. Avec beaucoup de patience, j'arrive à l'autre bout de la map pour libérer Anders et après lui avoir fait comprendre qu'il est mieux de passer à autre chose, le voir courir dans un pied de neige, c'est juste magnifique. Surtout en considérant qu'au tout début à Saint-Denis, il s'est fait tirer dans le genou.
Mais j'admire sa détermination de retourner vers la société. Malgré la peur, il sauve du mieux qu'il peut jusqu'au moment où catastrophe. Je glisse sur une roche et je le perds du regard 5 secondes, sauf qu'après, je suis pas capable de le retrouver. Considérant qu'il y a seulement un chemin pour sortir de la montagne, je pense que les PNJ font juste disparaître dès qu'ils quittent notre champ de vision s'ils sont pas censés être là. Donc après revivre les joies de kidnapper Anders, sérieux, on dirait que le jeu sait ce que je vais faire et place volontairement genre 8 policiers sur le qui-vive autour de lui. Je recommence finalement mon parcours en m'assurant de toujours le garder en vue. Sauf qu'en sortant de la montagne enneigée, je réalise un autre problème. Anders court dans tous les sens. Il va pas directement à Saint-Denis. En fait, son seul objectif, c'est vraiment de se sauver de nous. Et bon, fair enough, c'est compréhensible. J'ai pas d'autre choix que d'utiliser une stratégie ayant fait ses preuves depuis des milliers d'années, la technique du chien berger qui guide un troupeau de moutons. Après beaucoup d'efforts, je réussis à le guider vers Saint-Denis, mais les policiers n'ont pas oublié mon crime, ce qui rend impossible mon entrée dans la ville sans me faire tirer. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de refaire tout le trajet pour payer la prime sur ma tête, mais pas pendant qu'Enders est libre, sinon je vais le perdre de vue et il va disparaître. Non, ma seule option, c'est au beau milieu de mon kidnapping, ce qui rend la situation magique parce que pendant que je paie, on l'entend crier à l'aide. Ready for a clean slate? À ça, 2 réponses. Aidez-moi, non. Prêt pour un nouveau départ où mes crimes sont derrière moi? Promis, j'arrête dès que j'ai fini de ramener Anders au bout de la montagne. Et une fois que c'est fait, notre leader de culte préféré retourne finalement, avec beaucoup d'aide, à bon port dans la ville de Saint-Denis. Bon, malheureusement, il s'arrête pas là. Il continue de se sauver en criant à l'aide, alors que tout le monde l'ignore. Et pour être franc, c'est assez réaliste qu'il continue de courir, parce que de toute façon, il n'y a même pas de maison. Si on revient en arrière avant toute cette aventure, je l'ai suivi sans l'attaquer après sa journée près de la fontaine et quand il quitte, il fait juste errer dans la ville toute la nuit avec sa petite mallette. C'est vraiment juste triste. De retour à l'univers parallèle où je le kidnappe, je le laisse finalement s'enfuir, mais après ça, je le vois plus jamais à Saint-Denis. Il est pas non plus à la montagne, donc j'imagine que je lui ai sauvé la vie. De la manière la plus traumatisante possible. Après tout ça, je ramène mon focus à Valentine et un point qui m'intéresse, c'est un événement aléatoire en dehors du saloon. En me promenant, j'entends des cris et je constate qu'il y a une exécution publique. Au début, j'imagine que tout le monde va être heureux, après tout c'est un criminel, mais dans la foule, on trouve sa famille qui crie son innocence. Sauf que la mère et le fils gèrent leur tristesse de manière très différente. Comme les enfants sont vraiment rares dans les jeux Rockstar, c'est lui que je décide de suivre. Je vais le nommer Alphonse. C'est facile d'oublier que n'importe qui s'appelle Alphonse a déjà été un bébé qui se fait jouer après les petits pieds par ses grands-parents. Bref, en partant, Alphonse court super vite grâce à ses jeunes jambes, mais rendu à ce que j'imagine est sa maison, il s'assoit et fait rien. Vraiment rien. Et comme je connais le jeu, je sais qu'il peut rester coincé dans cet état à se morfondre pendant des heures et des heures. Après tout, j'ai réussi à créer un trafic monstre de calèches où personne réagit. Être coincé ici, ça doit être terrible. Déjà qu'à notre époque, c'est pas le fun être coincé dans le trafic. Imagine quand plus t'attends, plus les montures défèquent. De retour à Alphonse, je comprends qu'il est en deuil, mais il doit changer les idées. Moi, je veux qu'il reprenne sa vie en main et j'ai eu du succès avec mes interventions par le passé. Donc, j'essaie de créer une réaction en tirant sur la lanterne pour commencer un feu, mais c'est un fiasco. Au contraire, ça attire le shérif qui me demande de circuler. J'ai pas le choix de quitter la maison, sauf que s'il sort de mon champ de vision, j'ai peur qu'il disparaisse, donc je prends mes jumelles pour l'observer, mais le shérif apprécie pas et commence à me tirer. Je comprends maintenant comment se sentent les gens aux États-Unis qui se font tirer dessus parce qu'ils voulaient sortir de leur poche une boîte de Smarties. Au début du conflit, j'avais peur pour la survie d'Alphonse. Mes traumatismes avec Anders s'embarquent vu qu'il est au beau milieu des tirs, mais j'avais oublié qu'Alphonse est immortel comme n'importe qui est pas adulte dans les jeux Rockstar. Et en vrai, oui, je me sens mal de traquer un adolescent en deuil, mais sérieux, il a pas l'air si jeune que ça. Il a quel âge? Genre 17 ans et demi? Pour les enfants de Saint-Denis, je comprends qu'ils sont invulnérables, mais Alphonse a l'air d'un gars qui ment sur son âge pour pas se faire enrôler dans l'armée. Surtout que l'espérance de vie en 1900 était de genre 50 ans. Ce jeune homme-là devrait déjà être père de famille et avoir sa propre ferme.
Pour revenir à mon conflit avec les forces de l'ordre, j'essaie juste de survivre le plus longtemps possible pour voir ce que Alphonse va faire et je suis pas surpris de son attitude. Il a l'air tellement blasé de marcher à travers les balles. Des fois, il bouge la tête comme quelqu'un autour d'un feu qui est énervé par des mouches. C'est comme s'il était limite arrogant d'être immortel. Il sait qu'il peut pas mourir et il en abuse à l'inverse du reste des PNJ qui soit se sauvent, soit essaient de jouer les héros. En tout cas, ça c'est pour les PNJ aléatoires, parce qu'un des PNJ fixes du jeu a une attitude assez propre à lui. Je parle de John, l'ivrogne agressif du saloon de Valentine. C'est un personnage assez connu des joueurs de Red Dead Redemption 2 et il est super reconnaissable. C'est pas tout le monde qui a un raton laveur mort sur la tête. En gros, il insulte tout le monde dans le saloon et étrangement, ça passe bien. Les gens se laissent intimider, donc j'ai envie de tenter ma chance. You're a chump. Pour moi, visiblement, ça passe pas. Mille pardons, mon brave. Donc, pour le bien des citoyens de Valentine et mon orgueil, je décide de le combattre et j'ai l'impression que j'ai tout le saloon derrière moi. Ça, c'est jusqu'à ce que je frappe un inconnu qui restait planté au beau milieu du combat. Là, il panique, va chercher le shérif et à son arrivée, j'accepte de quitter parce qu'il est vraiment pas content. Pour le coup de poing, hein, pas le fait qu'il y a même pas 2 minutes, j'ai tué John. Je sors en gardant bien sûr le cadavre sur mes épaules et tout est beau. Si John porte un raton laveur comme chapeau, eh bien moi je porte John comme foulard. Mais dès que j'ai été assez loin, je peux revenir avec le corps sans problème et le reste du saloon ne réagit pas vraiment. Ils continuent leur vie. Les mecs, je suis Aline. Bon, OK, ça, il apprécie moins. Le plus drôle, c'est que je peux encore commander au barman. Il fait juste passer des commentaires comme quoi l'odeur du cadavre risque d'être mauvais pour la business. Oh no! Get out and take that stinking corpse with you! Pour être franc, 80% de la clientèle sent déjà le cadavre. Je pense pas que ça dérange personne. Mais je voulais tester comment les PNJ autour de nous réagissent à la même situation, mais avec une autre victime que John. Est-ce que c'est le seul pour qui son corps peut devenir un trophée acceptable en public? Rapidement, si je combats avec quelqu'un d'autre dans le saloon, les gens sont offusqués et si j'amène mon propre cadavre que j'ai obtenu en dehors de la ville, disons qu'on est loin que ce soit accepté comme une bouteille dans un restaurant à porter votre vin. Mais Red Dead Redemption 2 reste incroyablement bien programmé pour donner de la vie à tout ce qui nous entoure. Il faut comprendre que dans le jeu, les PNJ occupent une place prédéfinie. Par exemple, dans le saloon de Valentine, il va toujours y avoir un pianiste. Par contre, le PNJ qui fait l'action de jouer du piano, il est choisi aléatoirement parmi un lot de plusieurs centaines de modèles différents qui existent dans le jeu. Une fois, ça va être lui, l'autre fois, c'est lui. Mais si on garde le pianiste en vue, il garde son travail pour plusieurs jours. Par exemple, une fois sa soirée terminée, il va à l'arrière du salon sur le balcon et reste là tout le matin à rien faire avant de finalement retourner jouer du piano en fin d'après-midi. Et pendant que je l'observe sur le balcon, je vois même un autre PNJ totalement différent qui prend la place de l'employé alcoolique. Ce qui m'amène à comment se passe la deuxième journée de travail à Henry. Eh bien, son efficacité est encore pire. Après un réveil brutal, il va directement cogner genre 4 clous, sauf qu'il est tellement pas là mentalement qu'il oublie d'en enfoncer un au complet, ce qui crée un risque de danger élevé. Mais il gère ça comme seulement lui sait le faire, en buvant. Sans arrêt. Genre, c'est pas une blague, il passe toute sa journée en pause à célébrer, sauf qu'on sait qu'il est pas en journée de congé parce que, comme j'ai dit, la première chose qu'il fait en arrivant, c'est travailler. Même lui réalise que, bon, ça sert à rien de faire semblant, aussi bien assumer la paresse, de toute façon, le directeur du chantier en a rien à foutre. En fait, au moment où je pense qu'il va se reprendre en main, il va finalement au salon. La boucle continue et sa soirée est essentiellement la même, sauf qu'à la fin, il a l'air encore plus anéanti par l'alcool. Il répond même plus aux insultes que je lui lance. Look at you. You're pathetic, my friend. Bon, ça c'est dans le salon, parce qu'au travail le lendemain, ça lui donne une bonne excuse pour fuir ses responsabilités. How many times are you gonna make my day worse? Quit this, all right? I'm getting away from here! Il part à course, mais le plus drôle, c'est que contrairement à Anders, il est désespéré au point de voler un cheval. Ça m'a tellement surpris que, bon, j'appelle mon cheval pour le prendre en chasse, mais j'entends ça. Avec toute la folie de la poursuite, j'avais presque oublié qu'il est complètement saoul. Ça ferait une excellente publicité choc contre la conduite avec les facultés affaiblies.
Henri pense que ça arrive seulement aux autres. Henri pense qu'une bière de plus, ça change rien, ça le rend plus alerte. Mais la vérité, c'est que l'alcool affecte son temps de réaction et ce qu'Henri sait pas, c'est que son cheval est sur le point de voir un écureuil et devenir incontrôlable. Si Henri avait été à jeun, OK, il y aurait sûrement eu un accident quand même, mais s'il vous plaît, buvez pas en conduisant.